Merci d'être ici présents, ici nombreux aussi, en plus. Je suis extrêmement impressionnée, beaucoup plus que je le pensais, d'intervenir dans cet endroit magnifique, au terme en plus de débats qui ont été nourris, denses, riches, animés depuis hier soir. Le thème de l'heure et demie qui vient, que nous vous proposons, la liberté d'expression est-elle en danger? Waouh! Vaste thème. Là-dessus, j'ai presque envie de m'asseoir. Je dois bien vous avouer, c'est vrai, quand on m'a proposé de traiter avec les invités que je vais vous présenter dans un instant de cette question-là, je me suis dit, si on fait un petit feedback là des quelques jours passés, un relevé non exhaustif de quelques faits mentionnés dans la presse internationale dans les semaines écoulées, relevé non exhaustif. En Iran, les réseaux sociaux sous haute surveillance depuis que les autorités y ont trouvé des messages insultants à l'égard des dirigeants politiques. Et de selon Reporters sans frontières, titre Libération, très peu de pays jouissent d'une liberté de presse sans limite. Et de deux. Le 1er janvier prochain, en 2015, c'est dans une poignée de jours, entrera en vigueur en Russie une loi obligeant les réseaux sociaux, les services de messagerie, les moteurs de recherche étrangers à stocker les données personnelles de leurs utilisateurs sur un serveur en Russie, dont l'emplacement devrait être transmis aux autorités, au cas où. Il faudrait le surveiller. En Syrie, un dessinateur de presse dont le très moqué Bachar al-Assad a été enlevé. Et blablabla, et voilà, et voilà, et voilà. J'arrête là le relevé. Alors c'est vrai qu'au moment de préparer ce débat, la liberté d'expression est-elle en danger? À un moment, j'ai été tentée de me dire, eh ben on répond oui, et on arrête là. Mais c'était trop simple et puis c'était pas gai. Donc ce que je vous propose d'évoquer ensemble ce soir, c'est surtout de creuser cette question-là, de ne pas renoncer, au-delà du constat que peut-être on peut se dire qu'aujourd'hui, oui, il plane certaines menaces sur la liberté d'expression. Mais avec ceux qui la défendent dans leurs activités, parce que ce sont des hommes et des femmes qui défendent aussi la liberté d'expression, qui s'amusent à la défendre, qui sont avec nous ce soir, je vous propose de creuser pendant l'heure qui vient si la liberté d'expression est en danger. L'est-elle plus ou moins qu'hier? Est-ce que c'est un constat si alarmiste qu'on doit porter? Et puis surtout, pourquoi est-elle en danger? Par qui elle est en danger? Est-ce que nous ne la mettons pas parfois aussi un peu en danger? Et pour quelles raisons? Quelle stratégie peut-être aussi pour préserver cette liberté d'expression? Voilà, quelques petites choses que je vous propose d'essayer d'évoquer en vrac. Et je vais déjà demander à mes invités, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que je pense que ce sont tous sujets de conversation que je vais essayer de mener, mais qui mériteront qu'à tout moment, vous n'hésitiez pas à prendre la parole. Alors, les quelques invités qui sont avec nous, je vous les présente. À ma droite, Nadia Kiari. Bonjour Nadia. Bonjour. Vous êtes enseignante aux Beaux-Arts de Tunis. Non? Vous n'y êtes plus? Non, j'enseigne plus aux Beaux-Arts de Tunis. Vous n'enseignez plus, vous avez enseigné. Voilà. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes l'auteur de Willis from Tunis, je ne me trompe pas. Voilà, dessinatrice de presse. Willis from Tunis, qui est un petit chat, votre chat, qui commente sur un ton d'humour grinçant l'actualité, dans des gags... Comment les décrire, ces gags-là? Ironiques, indirects, grinçants, ils prennent le biais pour dire ce qu'on ne peut pas dire tout haut, parce qu'un petit dessin de presse, un petit chat peut plus facilement dire les choses. Moi, je chronique l'actualité, en fait. Donc, le but, c'est pas forcément de faire des gags, c'est de raconter un peu, de témoigner de ce qui m'arrive tous les jours, les discussions que j'ai, ce que je ressens. Et j'ai commencé durant la Révolution, ça a commencé pendant le couvre-feu, dans les barricades, et ça continue encore aujourd'hui. Oui. Là, la campagne présidentielle, 27 candidats, 27 dessins, je les suis tous faits. Sans exception, tout le monde me déteste. Il y a un plaisir, ça, on dirait. Ce petit chat, Willis from Tunis, elle est née, dit-on, hein, vous allez me dire si mes informations sont bonnes, là, pour le coup, parce que pour les Beaux-Arts, c'était pas bon, le 13 janvier, 2011, devant un discours de Ben Ali, qui s'accrochait à ce moment-là au pouvoir en défendant, en annonçant l'arrivée de la liberté d'expression. C'est ça le moment déclencheur? Oui, je dessinais déjà ce chat avant, mais dans des histoires de chats. Mais ce soir-là, j'ai utilisé cet avatar parce qu'il nous promettait la liberté d'expression, la levée de la censure sur Internet, sur
dans les journaux, etc., pour se maintenir au pouvoir. Et bon, il faisait plein d'autres promesses et il n'arrêtait pas de scander qu'on l'avait trompé, c'était pas de sa faute, on l'avait trompé. Et vu qu'il avait promis cette liberté d'expression, déjà de lever la censure sur Internet, on avait une page d'erreur qui s'affichait dès qu'on voulait visiter un site interdit, erreur 404 not found. On l'appelait Amar 404, le cyberpolicier. Donc, j'ai vérifié sur Internet si c'était libre, effectivement. Donc j'ai commencé à balancer mes dessins ce soir-là, en restant anonyme. Et voilà, il est parti le lendemain. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parte aussi vite. Le premier dessin, qu'est-ce que c'était? Le premier chat, c'était Ben Ali, qui regardait des petites souris toutes contentes parce que le prix du fromage avait baissé. Et lui, dans son coin, il les regardait en disant « Je vous ai compris ». D'accord, voilà. Honneur aux dames aussi, Souhaïr Belhassen est avec nous ce soir. Souhaïr Belhassen, vous avez entre 2007 et 2013 été à la tête de la Fédération internationale des droits de l'homme. Là, je ne me trompe pas, mes informations sont bonnes. Voilà. Vous êtes par ailleurs journaliste. Vous fûtes journaliste. Et petite fille, d'après mes informations, de celui qui a fondé des journaux satiriques nationalistes en Tunisie. Ce qui lui avait valu d'être banni de Tunisie au début des années 50. On a la résistance dans le sang, dans la famille? Enfin, une forme. Une forme, c'est-à-dire? Une forme de résistance, parce que d'exercer le métier de journaliste pendant des années, c'était la galère en Tunisie, même sous Bourguiba, maintenant que nous portons tous au nu, mais c'est surtout sous Ben Ali que les choses ont dramatiquement changé, parce que la censure, pas seulement la censure, mais la répression s'exerçait sur les familles de journalistes qui étaient prises en otage. Ce qui n'était pas le cas avec Bourguiba. Bourguiba, en fait, avait une opposition et il ciblait une opposition qu'il n'hésitait pas à mettre en prison quand il le fallait. Mais surtout, avec Ben Ali, ce qui avait dramatiquement changé, c'est que, pour témoigner de cette époque assez dure et terrible, qu'un journaliste ne pouvait pas exercer son métier sans être réellement dans le système. C'était ça. Il y avait une agence de censure, l'agence de promotion tout à fait soviétique dans le genre, qui invitait les journalistes étrangers pour être dithyrambique à l'égard de la Tunisie. Les Tunisiens, en fait, vivaient ce qui est... Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire l'exaltation qu'on ressent quand on a été journaliste. C'est-à-dire que le monde a basculé. Pendant toutes les élections, moi, en tous les cas, personnellement, j'étais scotchée devant la télé parce que je suivais les élections. J'étais une citoyenne normale. Je ne savais pas quel était le résultat. Et il y avait on était suspendu aux informations. Aux informations. On lit le journal de A jusqu'à Z, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. C'est tout à fait nouveau à mon âge. C'est-à-dire, je n'ai pas eu à voter, je n'ai pas eu à choisir, je n'ai pas eu à lire les journaux. Tout était... on n'avait aucune confiance dans l'information, bien évidemment, parce qu'on savait que l'information était l'information du système. Vous avez peut-être mieux connu le système soviétique dans le temps. C'était une photocopie qu'on impose, et surtout la vie infernale des journalistes à l'époque, parce que je parlais des familles prises en otage, c'est-à-dire que même les enfants pouvaient prendre le chat d'un enfant pour le tuer, et quand on rentre, c'était la menace. C'était l'épicier se transformait en flic du quartier. Et aujourd'hui, je crois que les journalistes ne se rendent pas compte du bonheur qu'il y a à exercer son métier. Et on y croit.
on croit cette information. C'est ça qui est extraordinaire. Et je pourrais en parler. En fait, il vaut mieux revenir aux textes qui nous ont préparés, qui nous ont contactés. Mais parce que moi, je suis dans l'exaltation de dire vraiment, c'est un moment formidable, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Eh bien, je suis ravie en tout cas de vous entendre et de vous voir porter ce regard aussi positif, parce que c'est vrai que même s'il y a ces printemps arabes, même s'il y a c'est vraiment la première fois soufflent, que moi je porte ce témoignage. Eh bien, écoutez, parce que ça a toujours été le contraire. Je dois vous avouer que je n'étais pas certaine d'entendre ça, mais j'en suis nourrie, moi aussi. Voilà, ça fait du bien. Si on revient à votre gauche, Philippe Dutilleul est avec nous aussi ce soir. Alors, Philippe Dutilleul, un des piliers mythiques de la mythique, bah si, écoutez, on peut le dire, hein, sous les ors de l'Académie en plus, il faut bien reconnaître, d'une émission mythique à la RTBF et pas seulement, c'était Striptease. Et puis vous avez aussi, parmi d'autres, plusieurs documentaires à votre actif. Il y en a peut-être quand même deux qu'on doit citer comme étant des hauts faits d'armes et qui ont fait longuement parler d'eux. Une délégation de très haut niveau. Qui ne se souvient pas de ce documentaire réalisé en 2000 qui relatait cette improbable visite d'une délégation de politiciens belges de différentes sensibilités politiques? Ils y étaient tous, en Corée du Nord. C'était aussi à l'invitation presque de la Tunisie, ça aurait pu, hein, d'après ce qu'on entend, Madame Bellacher. Je pense que c'est encore pire, la Tunisie. Pire. Des politiciens belges, en tous les cas, dont l'image n'avait pas été glorifiée, on va dire ça comme ça, par ce document. On n'est pas là pour ça. Hein. On n'est pas là pour ça, c'est vrai. Et qui s'était déclaré piégé, c'est un des documents qui avait fait pas mal de remous en Belgique et dans le milieu politique. Et puis il y avait eu aussi le fameux Bye Bye Belgium. Vous vous souvenez peut-être d'un soir où, comme d'autres Belges, vous vous êtes demandé devant votre écran, mon Dieu, c'est vrai, est-ce que c'est la fin de la Belgique? Eh bien, si vous êtes toujours fâché sur l'homme qui a commis ça, c'est lui. Allez-y. Je suis vacciné maintenant. On ne va pas résumer tout à Bye Bye Belgium, mais c'est vrai, voilà, Philippe Dutilleul, juste pour rappeler quelques faits d'armes, parce que, à propos de liberté d'expression et de savoir jusqu'où on peut la pousser, voilà, vous avez en Belgique quelques faits d'armes à votre actif qui font que je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à évoquer avec vous ce soir. Pierre Kroll est avec nous aussi. Bonjour Pierre Kroll. Bonjour. Caricaturiste du soir, des émissions politiques de la RTBF, du Moustique aussi, est-ce que j'en oublie? C'est une télérevue, mais c'est pas un journal extraordinaire, mais enfin il me paye bien. Pierre Kroll, un haut fait d'armes à vous, le dessin peut-être. Ah ça y est, mais à chaque fois que je pose une question, cet homme-là, il finit par faire des grands yeux comme ça. S'il y avait un dessin dont vous vous dites, celui-là, rien que pour celui-là, je suis content d'avoir fait ce métier. Il y aurait moyen d'en distinguer un? Peut-être celui-là, oui. Celui-là, c'était un peu une réaction aux petites colombes, toujours très gentilles, que Jean dessine un peu partout. Je voulais un jour lui faire la mienne. Voilà. Mais je vois qu'il l'aime bien quand même. Non, un seul dessin, je ne pourrais pas isoler un seul dessin. Disons que ce qui restera peut-être de moi, et j'aimerais ça comme un clin d'œil, c'est que parfois je me dis que lorsqu'on voit des images de nos rois, il est souvent resté un seul cliché. Par exemple, on parle beaucoup maintenant de la guerre de 14, donc le roi Albert Ier, c'est le roi soldat. Je ne connais pas d'autre image de lui qu'avec un casque de soldat, un uniforme brun, dans des photos sépia. Eh bien, peut-être qu'un jour, lorsqu'on montrera le roi Albert II, qui a abdiqué il y a maintenant 500 jours, on le verra peut-être en robe de chambre et en pantoufles, comme je l'ai très souvent illustré. Il a peut-être plus les moyens de se payer des pantoufles. Hein. C'est dur. Et puis à votre droite, Pierre, il y a Plantu. Plantu, dessinateur de presse, aussi une signature que l'on trouve dans Le Monde depuis 40 ans maintenant. Oui, c'est ça. 40 ans exactement. 42. 42, voilà, 40 ans un petit peu plus. Et puis Plantu, vous avez un micro Plantu près de vous? Oui, il est là. Voilà. Plantu, qui est aussi à l'initiative d'une association de dessinateurs de presse, une association internationale, Cartooning for Peace, à laquelle Pierre, d'ailleurs, je pense, collabore aussi et dont Nadia fait partie. Cartooning for Peace, qui avait été fondée, c'était en quelle année? En 2006, au lendemain des fatwas contre les dessinateurs danois. Voilà. Sous l'égide, ou en tout cas la bienveillante collaboration de Kofi Annan, et dont l'objectif est vraiment
de rassembler, d'œuvrer à la liberté d'expression. C'est un moment déclencheur par rapport aux limites de la liberté d'expression, vous venez de le rappeler, qui a été à la base de la fondation de cette association. À un moment où vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose. Exactement, parce qu'il faut se souvenir que déjà en septembre 2005, il y avait déjà eu la publication dans le Jyllands-Posten, le journal de Copenhague, des dessinateurs danois, et il ne s'était rien passé. Et ce n'est que quelques mois après, dès janvier et février 2006, que des manipulateurs. C'est pour ça que c'est très intéressant de venir ici. Je remercie beaucoup Monsieur Asquin d'avoir organisé ces rencontres. C'est qu'on apprend beaucoup de choses, évidemment, sur le rôle de Facebook, sur le rôle d'Internet. Et on s'est rendu compte que grâce à Internet, ou à cause d'Internet, ça c'est vous qui le direz, des fondamentalistes qui se font passer pour moyenâgeux savent très bien utiliser Internet, savent très bien manipuler Internet, savent très bien manipuler les foules. Et c'est comme ça que, quand ces dessinateurs danois ont fait les fameuses 12 caricatures dites du prophète, qui correspondaient à une blague entre dessinateurs du genre « tu peux pas dessiner ça, bah moi non plus je peux pas faire ça, ah toi non plus, bah, tiens et si on se faisait un truc sur le journal, on va publier des dessins sur les fondamentalistes ». Il y en a un autre qui dit « non, on va dessiner Mahomet ». Bon, voilà, c'est une blague un peu d'adolescent attardé. Et puis, il y en a un qui a dit quand même « Mahomet, vous êtes sûr que… » Bon. Et puis, non, on y va. Et donc, Internet fait que ce jour-là, c'était fini l'histoire de « on va se faire plaisir entre nous dans une cave de Saint-Germain-des-Prés ou à Copenhague ou à Bruxelles ». C'est fini. Internet, maintenant, c'est là où on a basculé dans un monde nouveau avec lequel il faut vivre. Et c'est comme ça qu'on a proposé avec Kofi Annan et tous mes amis dessinateurs, chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, d'essayer de trouver une grille de lecture pour qu'on continue à faire des dessins qui asticotent, énervent, soient dérangeants, mais à la fois en se disant, tiens, si on peut éviter de donner du grain à moudre à des fondamentalistes qui n'attendent que ça, c'est peut-être pas plus mal. Et c'est comme ça que, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je vous le montrerai tout à l'heure, mais j'étais devant le juge parce que j'avais fait un dessin sur le pape Benoît XVI et que… Devant le juge? Oui, ça m'arrive de temps en temps quand même. Je suis pas au-dessus. Que le pape faisait des choses que… Oui. Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Non, mais c'est parce que j'avais décidé. On était à 3 jours des régionales en France, et puis on parlait beaucoup de la pédophilie. C'était il y a 3 ans. Heureusement, c'est fini la pédophilie, donc c'est bien. Et donc, on avait vu qu'il y avait des prêtres allemands, dont Ratzinger aurait peut-être pu faire le boulot, quoi, pour essayer de calmer les choses, et en tout cas de protéger des enfants. Et comme on était à 3 jours des régionales, j'ai fait le pape qui prend position. Bon, là, c'est déjà un peu casse-gueule. Et puis, il est avec un petit enfant, comme tu dis, le geste, vous avez compris le geste, et le petit enfant qui se fait machiner, il dit quitte à se faire enculer, autant aller voter dimanche. Donc il y a eu une ambiance. Et donc 30 000 mails en une seule journée. Et ça, j'avais jamais. Le serveur du journal a pété. Voilà. Et donc ça, il faut savoir que maintenant, quand on crée des dessins, des images, de la vidéo, et maintenant sur Internet, tout peut être 30 000 mails. 30 000 mails, ça veut vraiment dire qu'il y avait 100 personnes qui ont réagi, mais ça, plus la multiplication et la manipulation, ça fait 30 000 en une seule journée. Moi, ce que je voudrais dire, là, je voudrais juste réagir parce que j'ai porté au nu la Tunisie et la liberté de presse à propos de caricature du prophète. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que Jebel Mejri, qui est un jeune de 26 ans, a fait une caricature du prophète après la Révolution, et il a envoyé un... je vous le dis, les 3 religions, il y aura les dessins. Il n'y a pas donc... Allez-y. Pardon. Et donc, il a envoyé par mail un dessin du prophète avec un copain. Ils étaient 2. Le copain a pu fuir. Jebel Mejri a été arrêté, condamné à 3 ans de prison. 3 ans de prison ferme. Alors, non pas pour avoir attaqué le sacré,
parce que là on est très prudent sur le sacré, même la Constitution est très ambiguë sur le texte, la nouvelle Constitution, mais sur le fait qu'il risquait la perturbation de l'ordre public. Il prend 3 ans pour perturbation de l'ordre public. Bon, ça met du temps pour qu'il y ait une mobilisation de personnes, des organisations, et pourtant la société civile est très mobilisée sur beaucoup de choses. Elle est au centre de tout. Mais il s'agit de religion, il s'agit du prophète, et ça a mis du temps avant de démarrer. J'ai été le voir en prison, et à ce moment-là, on se battait pour que le président de la République fasse une grâce ou quelque chose comme ça. Bon, il nous a assuré qu'il pouvait sortir parce qu'il pouvait quitter le pays parce qu'il courait des dangers. Donc, le pays était incapable de le protéger parce que le délit était tellement énorme qu'on a dû qu'on devait l'exfiltrer. Le jour où il devait partir, eh bien, ce qui arrive, c'est qu'on me téléphone, parce que je devais l'accompagner à l'aéroport, en me disant il ne peut pas partir, il a une nouvelle condamnation de 3 mois. Alors, aujourd'hui, enfin, il a été amnistié, mais il n'est pas encore sorti. C'est pour vous dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, tout à fait. D'ailleurs, juste par rapport à Jebel Meji, il a pris 7 ans et demi, ferme au départ, et il a été gracié au bout de 2 ans et demi. Et il a eu donc cette autre affaire qui est tombée dessus, mais il a été gracié aussi parce qu'il y a eu une grande mobilisation, et lors de la ratification de la Constitution, beaucoup de chefs d'État sont venus en Tunisie, et avec des dessinateurs, et aussi grâce à Jean qui nous a beaucoup aidés, on a fait une action sans dessin pour la liberté d'expression, et pour Jebel Meji, on a créé un site, et Jean a écrit une lettre aussi au président pour demander la grâce. Mais bon, il n'a pas répondu, donc on s'est dit on va frapper fort, on va attendre ce moment-là où il y a tous ces chefs d'État qui sont là pour lancer cette action, comme ça tous les médias qui seront là sur place vont en parler. Effectivement, c'est là où il a décidé de le gracier. Effectivement, par la suite, il est reparti en prison, là il est sorti, mais il est interdit de quitter le territoire. Mais voilà, je voulais passer en guise d'introduction, entre guillemets, voilà, cette question à laquelle autour de laquelle nous allons tenter de tourner, la liberté d'expression est-elle en danger? J'avais envie de la prendre d'abord d'un strict point de vue littéral. Si l'on constate, et on le sait, qu'aujourd'hui, oui, il y a des hommes et des femmes qui meurent, qui sont emprisonnés, qui sont violentés, eux ou leurs familles, pour leurs opinions, pour des choses qu'ils disent, des gestes qu'ils posent, oui, en effet, au sens strict, aujourd'hui, la liberté d'expression est en danger. Souhair Belhassen, vous avez été à un poste d'observation privilégié à la Fédération internationale des droits de l'homme. Alors tout à l'heure, vous aviez cet élan d'enthousiasme par rapport aux révolutions arabes et la Tunisie. S'il fallait, et on ne passera pas toute l'heure autour de ça parce qu'il y a d'autres notions plus subtiles et que je voudrais creuser autour des poids qui pèsent sur la liberté d'expression, mais s'il fallait d'abord démarrer juste avec un strict point de vue comme ça, géopolitique et international, au vu de ce qui est en train d'évoluer ces dernières années, ces derniers mois, vous avez le sentiment que les régimes sont de plus en plus autoritaires, de moins en moins autoritaires? Il est où le curseur? On va vers un mieux ou ça s'empire? Écoutez, on ne peut pas, je crois, donner une appréciation, ce serait trop léger. Sur les normes, oui, les choses sont en train d'évoluer. Au niveau des institutions internationales, on se bat pour que cela évolue sur les textes, etc. Incontestablement, il y a une évolution. Maintenant, sur la réalité, il faut, par exemple, les révolutions. Quand j'étais dithyrambique pour la Tunisie, c'est réel, mais moi, je voudrais ici vous interpeller. Et vraiment, nous sommes dans un contexte assez extraordinaire et je remercie les organisateurs de cette invitation. Je voudrais attirer votre attention sur un pays qui est en train de couler au niveau de la liberté d'expression, mais encore d'une façon beaucoup plus générale, c'est l'Égypte. Et il y a une cécité aujourd'hui en Europe et plus largement en Occident, parce qu'on a l'impression que, parce que Sisi a écarté les islamistes aujourd'hui, c'est une restauration du régime militaire qui est encore plus terrible que celle de Moubarak. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que Moubarak ait été libéré
aujourd'hui, et Sisi est en train de passer un rouleau compresseur sur les Égyptiens. Il n'y a plus aucune organisation internationale au Caire aujourd'hui ni en Égypte. Il n'y a plus d'organisations nationales qui peuvent s'exprimer ou travailler en Égypte. Il y a une violence dans la répression. Il y a un millier aujourd'hui de condamnés à mort. Les derniers, c'est 188 condamnés à mort il y a à peine 3 jours. Alors, on ne parle pas, on n'est pas, la mobilisation internationale, la communauté internationale ne réagit pas à la hauteur de ce qui se passe en Égypte. Ce qui se passe est terrible. Mais on a l'impression que Sisi va arrêter les islamistes et pourquoi pas demain Daesh pendant qu'on est... il y a une cécité voulue. Or, réellement, il faut lever ce voile pudique sur Sisi qui a écarté les islamistes. Oui. Sisi est en train d'être reçu par Hollande, par tout le monde, et c'est en quelque sorte une imprimature. Il suffit juste de demander comment les dessinateurs travaillent. Ça, c'est un dessinateur, il s'appelle Baghori, et c'est comme ça qu'il travaille dans le journal Al-Aram, qui est le plus grand tirage égyptien et d'Afrique en plus. Et donc, il voyait sa photo toujours en haut à gauche de son dessin. Eh bien, quand on l'avait fait venir pour Cartooning for Peace à Jérusalem, où il y avait Pierre aussi qui était avec nous, on avait réuni des dessinateurs comme toujours, des juifs, des chrétiens, des musulmans. Quand il est revenu, ce dessinateur, en Égypte, il n'a pas été interrogé par la police. Il a été pire que ça. Il a été interrogé par ses amis journalistes, entre guillemets, qui ne voulaient plus lui serrer la main. Oui, mais ton avion, il s'est posé où ? Non, je suis allé voir le tombeau du Christ. Non, mais ton avion, il s'est posé où ? À Tel Aviv, pour aller à Jérusalem, il faut aller... donc ils l'ont boycotté pendant 2 mois. Et à quel titre ? Qu'est-ce qu'on Parce qu'il faut déjà pas qu'il ait le moindre contact avec un Israélien. Et quand lui, il a le courage, alors qu'il est en Égypte, de se moquer, là c'est l'Assemblée nationale égyptienne, et qui se moque du voile. Il se moque du voile en Égypte. Moi, je lui dis, mais t'es fou de faire ça. Et là, à ce moment-là, il a mille dangers qui lui tombent dessus. Et il y a une fille qui est formidable, qui s'appelle Doha. Elle a dessiné Adam et Ève. Adam et Ève habillés en plus. Alors que nous, on les dessine à poil depuis... Et ça lui a valu des ennuis. Ça lui a valu des ennuis parce que les salafistes ont dit « Ah oui, mais là, c'est elle. » Et elle a dessiné Adam et Ève, et les salafistes l'ont, mais vraiment, à chaque fois, on rencontre de plus en plus avec les dessinateurs de presse, des dessinateurs ou des dessinatrices qui disent maintenant, il va peut-être me falloir des gardes du corps. Ça, c'est nouveau. Il y a des hommes et des femmes qui, pour le dessin de presse, aujourd'hui, mettent réellement leur vie en danger. Au début, Willis from Tunis, c'est de façon anonyme, entre guillemets, que vous l'aviez publié sur les réseaux sociaux. Vous n'aviez pas affiché votre identité ? Non, mais c'était un vieux réflexe de la dictature avant tout, parce que je me disais, bon, il est parti, mais on ne sait jamais, il peut revenir. Donc j'ai gardé l'anonymat au départ pendant les premiers mois, mais après, bon, j'ai laissé tomber. Mais il y a eu des soucis par la suite, et qui n'étaient pas forcément tout le temps liés au dessin. En fait, il suffit qu'il y ait une situation politique un peu tendue, on a besoin de détourner l'attention de l'opinion publique sur autre chose. Ah tiens, un artiste, un dessinateur, c'est un bon bouc émissaire, ça. Allez, on va l'embêter, et comme ça les gens vont se prendre la tête dans des débats stériles d'ordre moral, et on va oublier à côté les affaires de corruption d'un certain ministre. D'accord, un bon bouc émissaire, Plantu, je vous vois... exactement, là je vous montre une autre dessinatrice qui est vénézuélienne, elle s'appelle Raima, elle travaille à Caracas, rien que pour s'être moquée déjà de Hugo Chavez. Et depuis, du président Maduro. Donc elle a dit, c'est une dictature bananière. Eh bien, rien que le fait de faire la banane avec le roi, évidemment, c'est une manière de... Puisqu'elle n'avait pas le droit de dessiner Hugo Chavez dans son journal d'opposition à Caracas, eh bien, les gens du gouvernement, Hugo Chavez puis Maduro, donnaient tous les dimanches son nom, son adresse et ses orientations sexuelles à la télévision et à la radio vénézuélienne. Et là, maintenant, ça y est, ils ont réussi, ils ont racheté avec des pétrodollars
le journal de Raïma, et elle vient d'être virée depuis 1 mois et demi. Et maintenant, on se débrouille à Cartooning for Peace, avec Amnesty International aussi, pour la faire venir en France. Mais elle aimerait bien... Elle peut plus travailler à Caracas, c'est fini, et elle aimerait quand même continuer à manier sa langue espagnole en Amérique latine. Donc on essaye avec nos amis mexicains d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait la faire venir d'abord en France et après revenir dans un pays de langue hispanophone en Amérique latine. Voilà, donc premier constat qui est quand même passé l'élan enthousiaste de tout à l'heure, plutôt alarmiste qu'autre chose. Pierre Kroll, nous sommes en Belgique, dans un pays où l'État garantit et défend la liberté d'expression. En France, c'est le cas. Je voudrais qu'on quitte un peu maintenant cette évocation de ces pays où la liberté d'expression n'est pas défendue, pour en venir à nuancer. Dans les pays qui sont censés la défendre et la garantir, est-ce qu'elle est systématiquement tellement... ou est-ce qu'elle échappe à tout danger? C'est ça que je voudrais aborder avec vous et creuser un petit peu avec vous aussi. Est-ce que, Pierre Kroll, il y a une pression que vous sentez grandir, vous aussi, sur le dessin de presse, pourtant dans un pays libre? Elle n'échappe pas à tout danger. Si je dis tout de suite ce que je vais vous dire, on peut arrêter le débat tout de suite maintenant, parce que c'est oui. La réponse à la finale à la question, c'est bien sûr que la liberté d'expression est menacée partout, on vient de le dire, mais en fait elle l'a toujours été. Alors ce serait de perdre son temps de savoir si elle l'est parfois plus ou moins. Je ne suis pas sûr qu'on dessinait, par exemple, les pays musulmans, et heureusement que Jean a montré le cas du Venezuela, qui n'est pas un pays arabe et musulman. Il ne faut pas croire que c'est toujours dans les mêmes qu'il y a les plus gros ennuis. Mais par exemple, dans les pays musulmans, il y a une tradition de l'image qui n'est pas la même que chez nous. Donc il faut aussi, pour être intellectuellement tout à fait honnête, comprendre que c'est pas exactement la même chose, le sens d'une caricature dans un pays où on n'a pas la tradition de la bande dessinée, de la satire politique par dessin qu'on a en France et en Belgique depuis 1789. Et on peut prendre des périodes de l'histoire, si on fait un peu de l'histoire. Par exemple, le 19e siècle est souvent présenté comme l'âge d'or de la caricature en France et en Belgique. Mais c'est une succession de moments où c'est complètement bouclé, complètement enfermé. Honoré Daumier, qui est connu comme peintre, comme sculpteur, mais par le peuple surtout comme caricaturiste, a fait aussi plusieurs mois de prison pour avoir caricaturé le roi. C'était lequel? Moi je ne me retrouve plus les votes. C'est Louis-Philippe. C'est Louis-Philippe. Voilà. Et je te le dis en passant parce que ça peut nous intéresser, nous dessinateurs, parce qu'on est harcelés, on est débordés tout le temps. Et il disait déjà, quand il était en prison à Sainte-Pélagie, le nom de la prison, il disait au moins je suis tranquille, il n'y a personne qui m'embête et je peux faire mes dessins en prison. Et je me suis dit tiens, ça c'est peut-être une idée. Voilà. Et par exemple, il y a Internet aujourd'hui. Ça c'est en 1832 et en 1800, alors c'est quoi, 60, 65, je sais plus quoi, il y a cette fameuse loi abolissant la censure. Donc oui. Dans le même siècle ça a changé beaucoup. Donc c'est pour dire que c'est en permanence qu'on doit lutter. Voilà, elle est toujours menacée. Mais sans, je sais que vous êtes vieux, mais sans remonter à Daumier, vous. Donc chez nous, votre carrière à vous. Est-ce que vous avez senti une évolution? Est-ce que et d'où vient-elle cette évolution? Est-ce vous qui vous l'imposez, une forme d'auto-censure? Est-ce que vous dessinez, vous avez le sentiment de dessiner aussi librement aujourd'hui que vous le faisiez au début de votre carrière? Les pressions sont différentes et plus fortes, mais une carrière, c'est une carrière. Ça veut dire qu'au début, on est moins public qu'à la fin quand on est plus connu. Donc c'est difficile de comparer les époques. Ça veut dire donc, que plus on est connu, plus on s'auto-censure? Non, au contraire, je peux faire des choses maintenant aujourd'hui beaucoup plus mordantes, transgressives, subversives peut-être que je ne pouvais le faire à 20 ans où j'en avais peut-être plus envie, où j'étais peut-être moins embourgeoisé, mais simplement on les voyait moins, on pouvait me couper, me faire taire plus facilement qu'aujourd'hui, je suis un peu populaire, on va dire. Mais donc, pour répondre précisément à la question, il faut bien quand même le dire aussi par honnêteté intellectuelle qu'en Belgique, il n'y a pas de censure d'État, il n'y a pas de pression d'État. Les hommes politiques n'exercent aucune pression sur moi, ne me téléphonent pas pour se fâcher d'un dessin, ne me téléphonent pas avant pour me dire ce que je peux faire ou ne pas faire. Vous n'avez jamais eu quelqu'un qui s'est plaint d'un dessin? Si, on se plaint aux rédactions des journaux, on se plaint, bon, c'est assez habituel, mais je dois quand même le dire, puis je termine avec cette honnêteté intellectuelle, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, je dessine tous les dimanches à la télévision dans un débat politique où sont invités les hommes et les femmes politiques en direct, et mon dessin n'est tout simplement pas censurable. C'est-à-dire que si évidemment je fais une énorme faute d'orthographe, et encore, parce que tous les réalisateurs n'en ont pas une meilleure que moi d'orthographe, ou dessiner, allez, je vais être très vulgaire, des bites et des couilles, ben on va peut-être se demander ce que ça vient faire dans un débat sur la Poste. Mais sinon, le réalisateur lui passe l'image si
c'est le bon moment. Et c'est après qu'on voit. Donc je tiens à le dire parce que c'est quand même important. Ça Vous avez existe. quand même des dessins qui ont été refusés par la presse parfois. Oui, mais moi, chaque fois que j'ai des dessins refusés, c'est 3 ou 4 par an dans le journal le soir, c'est intéressant de savoir pourquoi. C'est intéressant de voir que c'est souvent des dessins à propos de nos supposés adversaires. C'est-à-dire qu'on me censure plus souvent un dessin qui va moquer Bart de Wever, par exemple, et la NVA flamande, en me disant il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, ça va encore les énerver, plutôt que de me censurer des dessins sur nos hommes politiques francophones les plus importants. Mais pour venir à l'originalité de ma réponse, peut-être, la pression que je ressens, elle a fort changé avec le temps. C'est plutôt celle par exemple, des réseaux sociaux, qui fait que tout le monde... Mettons, le plus gros censeur, je le dis, en Belgique, ce n'est pas l'État, c'est pas un organisme de censure, et quand tu parles d'autocensure, c'est un peu là, à ça qu'on arrive, parce que c'est nous tous, qui avons une tendance à vouloir censurer tout le monde. Ce qui en fait aboutit à la même chose que la censure d'État ailleurs. C'est-à-dire que ne finira par paraître que des choses qui ne dérangent personne. Mais maintenant, ça se fait par l'addition arithmétique de ne déranger personne. C'est par exemple le fameux politiquement correct, là, qui nous vient des États-Unis. Je ne peux plus dessiner un Africain sans qu'on me reproche d'être raciste, rien simplement parce que je l'ai dessiné noir. Et je dois essayer d'expliquer que les Noirs savent qu'ils le sont. Je ne les vexe pas quand je fais ça. Les Africains sont des Blancs qui s'ignorent, mon cher ami. Et que c'est extrêmement utile, lorsque je vais faire un dessin justement antiraciste, de montrer qu'on séparerait dans les bus en Afrique du Sud les Noirs des Blancs. Il faut bien que je fasse les uns en noir et les autres en blanc. Lesquels je vais faire en noir? Plutôt les plus foncés. Mais je vous assure que c'est vraiment important. Comme moi, j'ai vu arriver ça dans les années 80 avec un journal pas du tout politique qui s'appelle Femmes d'aujourd'hui. Je faisais des dessins alimentaires pendant l'été et je devais illustrer un article sur les coutumes dans les voyages. Enfin, bon, c'est des Belges en voyage au Maroc qui achètent un melon, ils sont en short avec une banane, là, vous voyez, une casquette ou quoi, bon, un petit Marocain qui leur vend des fruits. Et il est en gel là-bas. Le journal m'a appelé pour me dire, est-ce que tu pourrais pas l'habiller autrement? C'est pas un peu raciste? Et je dis, attends, ils en ont vraiment des gels là-bas, hein, c'est pas du carnaval, ils s'habillent comme ça. Déjà, dessiner un arabe à Bruxelles comme ça, certains pourraient peut-être me dire, est-ce que tu ne donnes pas l'impression qu'il n'a pas sa place ici, etc. Mais c'était là-bas. Donc les repères sont tout perdus. On a peur de blesser. Ça, c'est le politiquement correct. On a peur de blesser. Mais alors, on a peur de blesser les handicapés, les femmes, les homosexuels, les femmes homosexuelles, les femmes handicapées, les femmes homosexuelles handicapées juives, les noirs. Enfin, la liste est infernale. Et donc, quand vous allez devoir faire un dessin, il faut se dire... Qu'est-ce que je peux faire? Le dessin que j'ai publié hier matin, dans le soir, c'était sur Israël. Vous savez que la Belgique a promis de reconnaître l'État palestinien. Eh bien, je reçois depuis hier une quantité de plaintes me disant que mon dessin n'est pas objectif parce qu'il n'est pas neutre, parce que je n'ai pas réussi, figurez-vous, je me crois un petit talent, mais je n'ai pas réussi à résumer 2000 ans de palabres en un seul dessin. Le dessin est un peu partisan. Celui-là, j'en fais d'autres, véritablement contre le Hamas. Hein. Mais ce dessin-là critique les colonies de peuplement. Donc c'est une grue, un Israélien dans une grue qui dit « T'imagines pas que ça va changer quelque chose, quoi, au cas dont on pique la terre ?» Eh bien, on me reproche que ce dessin n'est pas neutre. Donc je ne sais pas si vous voulez bien ce que je veux dire, c'est que par l'addition des réactions pour vous apeurer, à la fin, il ne restera plus qu'un tout petit canal. Ou alors les grosses facilités. Si je veux avoir un dessin qui va avoir le plus de likes, comme on dit sur Facebook, oui. Alors il faut que je dise que notre Premier ministre est un pauvre imbécile qui se met de l'argent plein les poches et qu'il ne faut rien. Ça marche toujours très bien. Le populisme marche toujours. Donc pour moi, la plus grosse atteinte à la liberté d'expression, c'est en fait nous tous qui l'exerçons tout le temps, oui. En essayant d'exiger que les autres fassent des choses qui ne nous dérangent pas, nous, oui. Au lieu de regarder plutôt celles qu'on veut regarder et de se foutre des autres. Philippe Dutilleul, cette notion de ne pas vouloir faire mal, de ne pas vouloir blesser. Striptease a toujours joué avec ces notions-là. Hein. Vous partagez ce qu'évoque Pierre, que c'est l'autocensure, la peur de vexer, qui aujourd'hui est une des pires autocensures que nous pratiquons. En tous les cas, quand je faisais avec mes collègues striptease, c'était pas du tout le cas. Alors ça l'est peut-être devenu aujourd'hui, mais en tous les cas, quand je le faisais, c'était pas du tout le cas. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que moi, j'ai jamais eu non plus, à titre personnel, de pression d'un homme politique. Moi, je vais vous donner quand même quelques petites anecdotes. Hein, c'est peut-être plus parlant qu'un long discours. Quand je suis rentré à la RTBF Mons, je venais du monde, j'avais fait un pur produit de l'enseignement libre, donc j'avais l'étiquette forcément PSC à l'époque. Et donc, pourtant, quand je suis rentré à la RTBF, j'avais réussi un examen aux mutualités socialistes, sans avoir la carte du Parti socialiste. Et donc, quand je suis rentré à la RTBF, j'étais évidemment étiqueté PS.
Et donc, j'ai présenté les bulletins à la radio, à l'époque, je pense que ça s'appelait Eno Matin ou quelque chose comme ça. Et puis, un jour, le chef de centre, dont je ne citerai pas le nom parce qu'il est décédé, m'a appelé en me disant « Écoute, Philippe, voilà, tu sais bien de quelle tendance tu es, etc. » D'ailleurs, entre parenthèses, les journalistes de cette tendance-là, socialistes, se réunissaient régulièrement avec comme mentor Michel Henrion, que tout le monde connaît que vous pouvez voir sur RTL, pour nous dire évidemment la bonne parole du Parti socialiste et comment nous devions nous comporter en tant que journalistes à la RTBF. Ouais, et donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y avait un... Vous n'êtes pas au courant, Corinne? Non, c'est pas la RTBF que moi je pratique. C'est une petite anecdote. Pour moi, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'y suis allé 1 ou 2 fois et puis finalement, ça n'interférait pas du tout sur notre indépendance. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tous les cas, on essayait malgré tout de nous influencer, en nous rappelant quand même que si nous étions là, c'était parce que nous avions réussi un examen et peut-être parce que nous avions à l'époque la bonne couleur politique qui n'a d'ailleurs pas beaucoup changé. Et donc, pour revenir à mon anecdote, pour revenir à mon anecdote, donc le directeur de centre, par ailleurs une personne très sympathique, m'a dit « Écoute Philippe, aujourd'hui les sondages sont bons pour le Parti socialiste. Dans ta revue de presse, est-ce que tu ne pourrais pas insister lourdement sur le fait que les sondages sont bons pour le PS et donc de citer d'abord les journaux qui parlent de cela ?» Bon, ben voilà. Ça, c'est la seule... Est-ce que vous l'avez fait? Non, pas du tout. Enfin, si, j'ai cité évidemment ces articles de journaux, parce que c'était une information parmi d'autres. Ben, je ne lui ai pas donné la place qu'il m'avait demandé. Mais c'est vraiment, je dirais, le seul moment où on a essayé de m'influencer. Mais on a bien compris qu'avec moi, ça ne marchait pas. Alors, je ne sais pas avec mes collègues et d'autres collègues, interrogez-les. En tous les cas, je pense qu'avec beaucoup de journalistes de la RTBF, de ma génération, ça ne marchait pas. Voilà. Autre petite anecdote qui n'a rien à voir avec la RTBF, mais qui a à voir avec la liberté d'expression, et qui a rapport avec cet endroit ici. Nous sommes dans les années 74, 75, 74, 75, et je m'occupe d'un journal qu'on appelait à l'époque de contre-presse, qui était dans la foulée de l'agence de presse Libération, elle-même ancêtre du journal Libération. C'était la bonne époque, n'est-ce pas? Et donc, j'avais créé parce qu'on s'était tous retrouvés au chômage après nos études, la crise ne date pas d'aujourd'hui, et donc on avait créé un journal de contre-presse qui s'appelait L'Oreille, et où nous titillions assez vertement le personnel politique du Tournésie et du Hainaut occidental, à l'époque ça s'appelait comme ça, et où nous écrivions vraiment des articles, entre guillemets, dérangeants pour l'époque, et où nous critiquions aussi la presse régionale que nous trouvions beaucoup trop plan-plan et beaucoup trop accrochée aux basques des politiciens locaux. Cette expérience a duré 30 numéros que nous sortions, si je me souviens bien, tous les 15 jours, et nous avions un accord tacite avec le système de chômage, un peu comme aujourd'hui, où on percevait les allocations de chômage, mais on savait bien qu'on avait cette activité-là. Et puis, du jour au lendemain, j'étais appelé, je ne sais pas comment ça s'appelait l'ONEM à l'époque, j'ai été appelé à l'ONEM et on m'a dit « Ah, mais ça c'est terminé maintenant, il y a le cadre spécial temporaire qui était des mises au travail de chômeurs sous l'air Spitals. Et donc, c'est fini, tu vas devoir aller travailler. » Et je me suis retrouvé ici, puni, vraisemblablement, pour avoir créé ce journal L'Oreille, dans les archives, ici, quelque part. J'ai raconté cette anecdote à monsieur Asquin qui l'ignorait. Et pendant, je ne sais plus, un an et demi, j'ai rangé des dossiers, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout le numérique. Et voilà. Et donc, mais ça n'avait rien à voir avec une censure à l'époque. Ça n'avait rien à voir avec une censure, mais je pense que c'était quand même lié au travail journalistique que nous faisions à L'Oreille. Et donc, on nous a enlevé la possibilité de continuer à percevoir des allocations de chômage, à faire ce travail-là, évidemment, en travaillant 8 heures. Voilà, de couper. L'activité journalistique. Dernière petite chose que j'aurais bien inventé par rapport pas inventé, mais raconté par rapport à Bye Bye Belgium. Moi, il y a une chose quand même qu'il faut quand même jamais ignorer, c'est que les médias, surtout audiovisuels, sont des lieux
et des enjeux de pouvoir. Il faut vraiment que vous vous mettiez bien ça dans la tête. Quand il y a une révolution dans un pays bananier ou moins bananier, l'armée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va d'abord occuper la radio et la télévision. Et, petite parenthèse, quand il y a eu Bye Bye Belgium, parmi les dizaines de milliers de mails et de SMS, etc., qui nous sont parvenus majoritairement à l'époque vengeurs, il y a quelqu'un qui a dit, me semble-t-il, une chose importante que je soumets à votre réflexion et qui, pour moi, est toujours très pertinente. Elle a dit, c'est la seule fois avec cette émission où la RTBF n'a pas été une radio-télévision d'État. Quand elle a osé dire... Je peux enchaîner un petit quelque chose parce que tu as dit Pierre. qu'on pouvait prendre la parole. Simplement, on va pas refaire le débat de Bye Bye Belgium, mais ça me fait penser à quelque chose qui est aussi dans notre pays, ici, où la liberté d'expression est grande, je le redis. Quelque chose qui la menace aussi dans nos médias, c'est le cloisonnement, très très net. La télévision est très nette pour ça, et cette émission, pour ça, certains ne l'aiment toujours pas aujourd'hui, et ont peut-être de bonnes raisons, mais une valeur qu'il avait absolument, c'est d'avoir tout d'un coup totalement tout décloisonné, puisque même décloisonner ce qui est la fiction et ce qui est la réalité. Voilà. Et c'est important à dire parce que, puisqu'il parle d'anecdotes, je vous en raconte une toute petite, mais on n'est pas dans une dictature chez nous. Hein. Mais avant-hier, sur notre chaîne, Corinne, à la RTBF, on faisait une émission spéciale, d'ailleurs RTL faisait la même en face, pour fêter, célébrer les 500 jours de notre nouveau roi. Pour mettre un peu de l'eau à la bouche et tenir une demi-heure l'antenne avant de lâcher les images extraordinaires qui montrent le roi dans son jardin avec ses enfants et une balançoire. Enfin bon, ça, on peut un peu s'y attendre. Ce sont des images rares. Pendant une demi-heure, on prend... Ah, ça a été présenté comme tel, hein. On prend quelques invités, quelques journalistes, mais plutôt des journalistes forcément des journaux People, donc Marc Durier de Paris Match, pour vous en citer. Voilà. Et puis on demande au caricaturiste national de venir dire quelques mots. Je suis invité sur ce plateau aussi, et la question à laquelle évidemment je m'attends, c'est est-ce que ça vous a pris du temps de changer de roi? Enfin voilà, vous avez perdu votre personnage, vous devez en dessiner un autre. Bon, je m'apprête à répondre à cette question, mais il y a une espèce de mini très court débat qui se fait en disant est-ce que l'image du roi a changé par rapport au prince qu'il était avant, que tout le monde disait un peu incapable, un peu maladroit. Et la réponse vient de ces journalistes de Journal People, oui, la fonction fait l'homme et il a changé après. Je me permets d'intervenir puisque c'est un petit débat qu'on est, je ne sais plus si c'est en direct, mais quasiment, et je dis oui, c'est surtout la télévision qui l'a fait. Le jour du couronnement, on n'appelle pas comme ça, enfin de l'abdication, on a tout fait en même temps, c'était 12 heures de direct sur toutes les chaînes nationales en français et en néerlandais, et moi, la veille, je recevais encore du courrier me disant qu'est-ce que vous me faites rire en dessinant le prince comme un idiot. Le lendemain, je recevais du courrier me disant arrêtez de faire ça, je n'avais même pas recommencé, mais parce que c'est un grand homme. Bon, et je lâche le mot, je dis que ça s'appelle de la propagande, mais je ne déteste pas mon pays, mais dans un autre pays, ça s'appelle de la propagande. Ah oui, eh bien, vous savez, honnêtement, vous pouvez revoir cette émission, elle date d'avant-hier, je n'ai pas fait d'autres interventions dans l'émission. On m'a remplacé immédiatement par le journaliste de Paris Match. J'ai parlé parce 45 secondes. Pas voilà. dans Alors le sens du programme. Exactement. C'est pas de la vraie censure, mais la télévision, c'est devenu du divertissement. Attendez, donc mon rôle là-dedans était de divertir, pas de dire ça. Une minute, Voilà. parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, je suis aussi représentante d'une chaîne à la RTBF, et donc où forcément j'essaye de... là, c'est à titre personnel que je m'exprime, mais j'essaye aussi, tout en ayant bien conscience de ces pressions, tout en ayant bien conscience de la réalité de la consommation du marché des médias aujourd'hui. On essaye malgré tout de rester indépendant et de faire les choses de façon indépendante. À un moment, de l'autre côté de l'écran, de l'autre côté des transistors, de l'autre côté des smartphones, quand on parle du web, il y a des consommateurs aussi. Alors c'est l'œuf et la poule, hein, mais qui endort qui? Nous sommes tous aujourd'hui dans des vies stressantes. On nous parle de l'info anxiogène. Dieu sait que quand on s'installe le soir dans son canapé, on est parfois, c'est le temps de cerveau disponible par Coca-Cola, vous vous souvenez, on a parfois, en tant que simple citoyen, besoin de souffler et de se laisser aller à regarder un programme qui est peut-être pas très percutant, mais qui, ma foi, vous rassure un peu. Alors quand on fait ce constat-là, par où est-ce qu'on prend les choses? La faute est à qui? Et comment est-ce que dans cette complexité-là, où voilà, on n'a parfois pas envie d'aller réveiller des médias qui peut-être s'endorment un peu. Quand on fait ce constat-là, on commence par où pour faire changer les choses? Ce n'est pas un problème, le divertissement. La caricature est bien là pour le montrer. Je fais des dessins pour qu'on s'en amuse aussi. Hein. Tous mes dessins ne sont pas révolutionnaires, ne sont pas des prises de conscience. Donc je trouve ça très très bien qu'on se divertisse. Et d'ailleurs, je dirais même que l'expression « détendez-vous »,
qu'on emploie pour dire faites des sudoku ou allez vous promener dans le jardin est un propos politique subversif important devant toutes ces questions de religion et de politique, surtout qu'on se détende, qu'on arrive à en parler sans se taper dessus. Donc moi j'ai pas de problème avec le fait qu'on fasse beaucoup de divertissement. Je parlais juste du cloisonnement qui lui fait que à un moment, on va attendre, on va s'adresser qu'à un public qui sait ce qu'il vient chercher et on ne surprend aucun public. Mais il ne s'agit pas d'être emmerdant et donneur de leçons tout le temps. Moi, je me suis battu pour qu'il existe une version animée de mes dessins après le journal télé. C'était très difficile d'obtenir qu'il n'y ait pas de publicité entre la fin du journal et ce petit dessin. Moi, je voulais qu'il soit à l'intérieur du journal et ça, on ne voulait pas parce que c'est un objet, un lieu de pouvoir, comme l'a dit Philippe. Et donc, ça n'est pas grand-chose, hein, mais le cloisonnement est évident, c'est-à-dire qu'on met le générique fin du journal et puis on dit maintenant, vous allez rire avec Kroll. Dans un journal en papier, moi, mon dessin, il est à côté des articles sérieux. À la télé, je ne peux pas. Plantu, n'hésitez pas. Juste ajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit par rapport aux 500 jours de Philippe. Bon, moi, j'ai pas regardé le reportage. Franchement, ça m'intéresse pas, mais j'ai vu le lancement dans les 2 JT. Et donc, on a vu les mêmes images. Je vous invite d'ailleurs à regarder. On a vu exactement les mêmes images qu'on nous a présentées comme un scoop, comme des images rares. Mais enfin, de qui se moque-t-on? Est-ce que ce n'est pas vraiment de la manipulation? Pour moi, c'est vraiment de la manipulation. Et c'est d'autant plus de la manipulation que je pense qu'un des dangers, Corinne, qui menace aujourd'hui, non pas tellement la liberté d'expression, mais le contenu même de l'information, c'est qu'on confond de plus en plus communication et information. Je veux dire, cet exercice des 500 jours est un pur, et je vous le dis, pour avoir suivi caméra à l'épaule pendant des jours, des semaines, parfois des années, des situations en évolution, ça, c'est un pur exercice de communication. Et moi, si j'avais été rédacteur en chef de la RTBF, ce que je n'ai jamais été, et je n'ai jamais eu aucun espoir, caressé le moindre espoir de le devenir, c'est que je n'aurais jamais couvert ce genre de choses, parce que c'est de la manipulation, comme l'a très bien dit Pierre, c'est de la propagande. Or, à ce que je sache, la Belgique n'est pas aujourd'hui la Russie. Et donc, moi, je condamne tout à fait ce genre de programme présenté comme de l'information, alors que c'est de la communication. Plantu. Moi, je voudrais poser... Plantu, une toute petite seconde. Je voudrais vous poser allez-y. Simplement une question à mes collègues. Ouais, allez-y. C'est surtout à propos de l'information et les images qui, aujourd'hui, passent sur Daesh à la télé, dans tous les médias, elles sont très bien faites, elles sont extrêmement ciblées, ce sont des images professionnelles qui malheureusement ont été même faites par un journaliste professionnel qui a été enlevé et qui sous la menace a filmé des images atroces. On se demande où on va avec la communication, parce que c'est des images quand même qui sont terribles, qui montrent des enfants, comment on est en train de mobiliser les enfants pour faire des armes de guerre. On l'a vu dans d'autres pays, en Afrique, etc. Mais là, je crois qu'il y a un moment où on a dépassé quelque chose qui est absolument insupportable. Quoi, dans ce qu'on montre? Dans ce qu'on montre, c'est ça que vous Oui, voulez dans dire ce qu'on montre. Dans ce qu'on montre. Et qui n'est pas mal fait, en plus. C'est pour ça que c'est... Alors, je rebondis à la fois sur ce que vous avez dit et ce que vous avez dit, parce que je trouve que qui dit quoi et avec quel support. Et c'est comme ça qu'il faut toujours... Et c'est pour ça que, avec notre association, avec Laure, qui est notre directrice éditoriale, on travaille énormément pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un vrai enseignement dans les écoles de journalisme, auprès de la culture, auprès de l'éducation nationale, pour que on sache donner une réflexion aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes, pour savoir qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde des images, qui produit les images et qui est le support de ces images. Et je rebondis sur quelque chose qui est propre, puisque Nadia a suivi de près en Tunisie. Il n'y a pas très longtemps, je vous montre deux exemples. Là, c'est un journal international européen qui montre un footballeur très connu en Tunisie, qui est avec sa petite amie, qui est une mannequin allemande. Et jusque-là, le journal est publié et en Europe et en Tunisie, pas de problème. Parce que le support, tout le monde comprend, c'est un support international, il n'y a pas de problème. La même photo, elle est réutilisée dans un journal tunisien de langue arabe. Et donc, là, on soulève un autre problème, c'est que la photo, qui est
plutôt glamour, elle est mélangée, selon certains qui ont été manifestants contre ce journal. D'ailleurs, le rédacteur en chef, je crois qu'il était en tôle. Il était en tôle. Parce qu'il avait mélangé à la fois quelque chose de glamour et la langue du Coran, l'islam. C'est-à-dire que tout de suite, il y a un côté casse-gueule. Et ce qui fait qu'il y a un ami proche de Nadia, et c'est pour ça que le dessinateur de presse, il a un regard passionnant à raconter, c'est qu'il peut se moquer de tout ça, et finalement, il dit, finalement, je vais calmer les choses, et donc il va voiler la petite mannequin, et il va mettre la barbe au footballeur, et là, c'est un vrai problème de liberté d'expression, parce que le dessinateur dit « retoucheur », un métier d'avenir. Nous sommes dans l'époque de la retouche. Oui. Et ça, il faut s'y préparer. Autre chose, je voulais vous montrer ce qui peut arriver dans nos sociétés, c'est qu'il n'y a plus, et là je réponds à ce que vous disiez, monsieur, sur l'avenir de la liberté d'expression, c'est que tout simplement, quand vous parlez du roi et de ce qu'on montre, c'est pas une manipulation, on essaye d'écouter qu'est-ce qui intéresse l'audimat. Et c'est l'audimat qui est au-dessus du toit de l'académie, il y a des nuages, et au-dessus de ces nuages, il y a l'audimat, il y a le marketing. Et là, c'est le tournant marketing de notre civilisation. Parlons de nos propres journaux. Moi, j'adore mon journal et j'adore travailler au journal Le Monde. Pourtant, il y a 3 ans, on m'a dit, écoute, en bas à gauche de ton dessin, laisse un peu de blanc parce que ça va frotter avec une pub. Tu laisses un peu de blanc en bas à gauche. Moi, bon petit soldat, je dis, je laisse un peu de blanc en bas à gauche, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois, là, regardez mon dessin, en bas à gauche, une pub du Crédit Lyonnais, dans mon dessin. Dans mon dessin. Le lendemain, une pub sur l'Afghanistan, sur Suez. Alors jusque-là, moi je connais bien la fille qui dirige la publicité, elle a des dents, et vraiment, on est à quel étage là? Eh ben, les dents, elles arrivent jusqu'au sous-sol, je peux vous dire, les dents comme ça. Bon, qu'elle fasse son boulot, je veux accrocher, je veux me de la pub partout, évidemment que c'est à côté du dessin, donc elle a dû majorer le prix. Bon, ça je connais par cœur, mais jusque-là c'est pas très très grave. Le monde de la pub, je respecte totalement ce travail-là. Il faut juste qu'il y ait des garde-fous, ça s'appelle les rédacteurs en chef, et là, ce jour-là, la rédactrice en chef technique, je vais la voir, je lui dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? On m'a déjà fait on m'a fait 3 fois le même coup cette semaine, c'est quoi? Et elle me dit cette phrase incroyable, mais j'en fais pas chier. Je dis quoi? Et là, je retombe de l'armoire. Je me rends compte que cette rédactrice en chef, elle n'a pas compris alors évidemment, j'ai ameuté tout le monde, j'ai failli étrangler 10 personnes. Et donc maintenant ils le savent. Et le nouveau directeur qui m'a demandé l'autre jour de réduire mon dessin à cause d'une pub, je lui ai dit alors je vais t'expliquer. Alors je lui ai montré ça, je savais pas. Donc du coup ils font gaffe, mais je suis obligé de sortir. Voilà ce que j'ai. Dans ma main gauche, j'ai toujours un feutre. Dans ma main droite, j'ai une Kalachnikov. Parce que le marketing, très bien, et moi je suis pour qu'il y ait du marketing dans un journal, seulement il faut que le marketing laisse la place à la ligne éditoriale. Et ça, c'est une grande leçon qu'on ne raconte pas dans les écoles de journalisme. Vous venez de parler d'une chose aussi, c'est l'audace de résistance des rédacteurs en chef, de ceux qui ont à un moment à garder le fil. Est-ce que ça aussi, au fil de vos carrières, c'est quelque chose que vous avez vu évoluer? Des garde-fous, des garants de la liberté éditoriale, plus ou moins forts ou faibles. Vous avez assisté à une évolution? Bien sûr, je vais vous montrer juste un dessin, parce que j'écoutais à la conférence, pas d'avant, mais celle encore d'avant, sur le rôle de Facebook. Et il disait que sur Facebook, on avait interdit le tableau de Courbet, La naissance du monde. Et avec l'arrivée de Sarkozy, il y a un dessinateur breton qui s'appelle Schwartz. Et il y a 2 petits blagues qui disent l'origine des emmerdes, et on voit l'arrivée de Sarkozy. Et j'adore ce genre de dessin. Alors évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut le publier partout? Il l'a publié dans Charlie Hebdo. Est-ce que moi j'aurais pu le publier à la une du Monde? C'est casse-gueule. Et je trouve que c'est très
fédérateur de voir ce genre de dessin. Moi, ça me fait du bien et j'adore montrer et faire partager les dessins. Je vous montre encore 2 autres images pour vous dire, avant le choc des fatwas contre les dessinateurs danois, eh bien, ça c'est un des dessinateurs autrichiens, il s'appelle Haderer, il habite Vienne et il a dessiné Jésus-Christ en train de faire de la planche à voile sur le lac de Tibériade. Bon, c'est mignon, voilà. Eh bien, et pour vous dire à quel point il va très vite, Jésus-Christ, puisque là, vous voyez, l'auréole est restée à Bon, je trouve ça très sympathique. Eh bien, les orthodoxes grecs ont vu ça sur Internet, à Athènes. On est à Athènes, alors que le dessin a été publié à Vienne. Eh bien, ils ont fait un procès international. Si ce dessinateur Haderer met un pied à Athènes, il fait 2 ans de tôle. Et donc ça date de 2004. Et donc on aurait dû comprendre que Internet peut être véhiculé par des fondamentalistes. Les orthodoxes grecs ne sont pas les plus généreux pour ça. Et donc, il faut faire très attention. Il faut savoir où on met les pieds aujourd'hui. Et c'est là où on devrait toujours enseigner qu'est-ce qu'une image et qu'est-ce que les réseaux sociaux. Il faut travailler avec les réseaux sociaux, mais il faut savoir quels sont les dérapages possibles. Et ça s'enseigne. Et on n'est pas protégé pour le moment. Oui. Finalement, vous, Philippe Thiel, rapidement. Le rédacteur en chef, non, encore une fois, j'ai toujours pu agir dans la plus grande liberté à la RTBF. Donc là, il n'y a vraiment aucun problème. Mais je rebondis sur ce qui a été dit. C'est clair qu'aujourd'hui, le marketing et l'audimat, y compris sur les chaînes publiques, et vous êtes bien placé pour le savoir, sont évidemment le moteur principal de la programmation et des contenus. Ça, je vais nuancer quand même. Il ne dicte pas l'ensemble des contenus parce que nous avons la chance de continuer. En tous les cas, aux heures de pointe, oui. Aux heures de pointe, oui. Nous sommes toujours dans une RTBF qui a la chance d'avoir un contrat de gestion et de ne pas bénéficier, de ne pas être dépendante exclusivement des résultats publicitaires. Voilà. Ça, il faut le dire aussi. Nous, on dit qu'on essaye de respecter les croyants des 3 religions et on se permet quand même avec le dessin de loup de faire Jésus-Christ avec les apôtres qui nagent à côté et qui disent « t'es con, elle est bonne ». Et ça, j'adore. C'est pas humiliant pour les croyants, pour les chrétiens et ça fonctionne quand même. Ce que vous êtes en train de faire là, tous quand même, c'est un appel à la vigilance et un appel à la vigilance aussi du consommateur des médias, de ceux qui se laissent peut-être un tout petit peu trop faire, endormir. C'est ça, les révolutions arabes dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment, on n'a pas le sentiment que dans nos sociétés peut-être un peu confortables, peut-être un peu trop endormies, on aurait besoin d'un petit peu de vent de révolte ici aussi? C'est ça que vous semblez indiquer les uns et les autres? Moi, il y a 2 ans, je participais à une expo à Bruxelles avec le dessinateur Jacques Sondron et un autre dessinateur tunisien. Et on nous a demandé de faire l'affiche et le thème, c'était Révolution 2 ans après ou 3 ans après. En tout cas, au même moment, il y avait la guerre au Mali, il y avait la prise d'otages sur la plateforme pétrolière au sud de l'Algérie qui a fini de manière sanglante. En Tunisie, il y avait des soldats qui explosaient sur des mines et des gens qui se faisaient égorger. Enfin bon... Voilà, 2 ans après. Et on a fait un dessin avec Jacques Sondron où voilà, c'est l'anniversaire de la Révolution et c'est des barbus de djihadistes qui viennent avec une bombe et 2 bougies dedans et c'est joyeux anniversaire. C'est pas... Voilà. Bon, je fais pire chez moi, quoi. Et les organisateurs de l'expo, au niveau de l'affiche, nous ont dit non, vous pouvez pas remplacer la bombe par un gâteau? Ça veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette peur de choquer dont on parlait tout à l'heure? On m'a dit qu'on serait traité d'islamophobe, etc. J'en dis, mais vous êtes au courant un peu de ce qui se passe dans le monde, là, en ce moment? Non. Finalement, ils n'ont gardé que nos signatures pour l'affiche. Mais... Que les signatures? Il n'y a pas eu de dessin du tout? Non. Mais on a diffusé le dessin à tous les journalistes qui le voulaient bien, donc voilà quoi, pour la com. Donc là, oui, je trouve ça... C'est cette frilosité que... En fait, il n'y avait pas de risque ni rien, mais les gens sont frileux, on a peur, on se dit « oh, laisse tomber, on n'a pas envie, ça va être mal perçu ». Si on n'ose pas, on n'avance pas, les mentalités ne bougent pas. Si on banalise pas les tabous, on n'avance pas. Il y a une notion que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est la notion de culture aussi, et d'éducation. Ce qui permet à un moment d'être capable de recevoir quelque chose et d'en mesurer toute la nuance, c'est d'avoir un minimum de bagage culturel aussi. Je lisais il n'y a pas si longtemps, Plantu, que vous disiez « Aujourd'hui, dans un dessin, je n'ose plus faire une allusion au cuirassé Potemkin ou à de grands faits de l'histoire ou du cinéma. Ça n'est plus compris. »
aujourd'hui. Oui. C'est ça aussi. Il faut partager, quand on travaille pour le journal Le Monde, où par exemple, il y a encore 30 ans, je pouvais faire une allusion à une pièce de Molière avec Diafoirus, habillé avec, vous savez, les chapeaux des médecins de Molière, tout ça. Diafoirus, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais... nos amis américains, quand ils disent, mais attendez, nous, on touche à rien, nous, sur la culture. Nous, la culture, pour nous, c'est Michael Jackson, et puis le foot, et puis le football américain. Au-delà de ça, on ne comprend plus de quoi on pourra pas faire une allusion à un vieux, à une pièce de théâtre ou à un tableau connu. Donc il faut savoir à qui on s'adresse. Et quand moi, il n'y a pas très longtemps pour la Crimée, tout de suite j'ai pensé évidemment à cette séquence formidable où on voit dans le film Potemkin, on voit la poussette, voilà, avec le petit bébé qui dévale les marches de Odessa. J'ai fait mon dessin à la une du Monde, mais j'ai fait un bide total parce que on l'a pu. Il faut savoir à qui on s'adresse. Et je vous montre une image. On est occupé, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale. À qui on s'adresse quand on fait un dessin, quand on écrit liberté sur un mur? D'abord, pendant l'occupation, on est en 42 ou 43, écrire liberté. Bon, on est déjà dans le casse-gueule, surtout quand on voit qu'il y a les nazis qui sont à côté. Bon. Moi, j'aurais un copain qui aura il aura un pot de peinture avec, je dirais, écoute, si tu veux écrire liberté, le fais pas au moment où il y a les Allemands qui passent, déjà. Bon. Ensuite, il va me dire, ouais, mais il y a mon petit drapeau bleu, blanc, rouge, on est en France. Bon, d'accord. Mais alors, je vais lui dire, écoute, ta croix de Lorraine. Bon, d'accord, la croix de Lorraine, mais au moment où les Allemands y passent, fais gaffe. Fais-le, mais sois malin. Donc il faut être plus malin que les intolérants, à commencer par les nazis. Et aujourd'hui, on a une autre réflexion à faire. C'est que maintenant, on peut dessiner un barbu sur la liberté de la caricature. On peut faire un barbu. Alors, pas n'importe quel barbu, mais on peut le faire. Mais maintenant, avec Internet, nous avons des camions avec des gens qui peuvent nous regarder et qui disent « Ah oui, mais attendez, moi je lâche les... » Et donc, il faut être plus malin. Moi, j'ai un copain à Berlin qui s'appelle Stuttmann. Il est un grand dessinateur allemand de Berlin. Il veut faire en 2016 les 10 ans des attaques contre les Danois. Et donc, il voudrait que tous les dessinateurs du monde entier fassent le portrait du prophète. Et moi, je lui dis, écoute, si tu veux le faire, tu le fais, mais il y a eu 50 morts au Pakistan. Très franchement, est-ce que tu crois que c'est l'urgence du moment? Pourvu que, là où on était hier avec Tariq Ramadan, moi je trouve que c'est un type passionnant, il a un discours très intéressant. Je me suis beaucoup moqué de lui à une époque, parce qu'il y a 2 époques avec Tariq Ramadan. Quand il était très flou sur les lapidations des femmes dans le monde musulman à cause de la charia, je trouvais que je faisais des dessins, j'étais pas d'accord. Aujourd'hui, il a changé son discours, mais je trouve qu'il ne se rend pas compte à quel point il y a des priorités. La lapidation des femmes, c'est aujourd'hui qu'il faut en parler. Ce qui se passe au-dessus des nuages, s'il y a le portrait du prophète ou je sais pas quoi, d'accord. D'ailleurs, tu me disais toi-même, tiens, mais dis-le ce que tu disais à tes copains Charlie Hebdo, quand ils ont remis une couche. Vas-y, redis-le, s'il te plaît. Ouais, non, c'était à l'époque à Tunis, il y a eu l'attaque de l'ambassade des États-Unis par les salafistes et autres. Que le ministère de l'Intérieur a laissé tranquillement attaquer, et il y a eu quand même des morts, etc. Bon, c'était très très chaud bouillant comme ambiance, quoi. Il y avait des chars de partout, les salafistes ont attaqué l'école américaine, donc bon, ambiance lourde. Ambiance, voilà quoi. Et Charlie a remis une couche en refaisant, je pense que c'était les Intouchables, faut pas se moquer, je crois. Bon, ça m'avait fait marrer quand même, hein. Mais la veille, quand j'ai vu la une, et en plus où il disait, on va choquer, vous allez voir la prochaine une. Je me suis dit, oh là là. Donc j'ai appelé un des dessinateurs pour lui dire, écoute, là j'ai un char qui est devant chez moi, là, c'est chaud, l'ambiance est électrique, et en plus, les personnes qu'on a en face n'attendent que ça, sachant qu'à ce moment-là, le leader du parti islamiste voulait faire passer absolument
un article dans la Constitution qui était en rédaction sur l'atteinte au sacré. Donc c'était, mais lui servir la soupe, quoi, lui donner lui donner cet article en faisant ça, parce qu'il aurait utilisé pour lui. Donc j'aurais dit, ne faites pas. Alors bon, la discussion était difficile, mais finalement, bon, on s'est compris. J'avais dit, bon, ben, vous auriez pu attendre un petit peu après ou vous lâchez. Être malin aussi dans la provocation, dans la dénonciation, Pierre Coll. On ne se rend pas compte, en fait, en tant que dessinateur de presse, de la responsabilité que vous pouvez avoir avec un dessin. Vous levez le crayon 15 fois avant d'oser lâcher la petite bombe que peut représenter un dessin. Heureusement non, je fais ça un peu plus naturellement, mais c'est vrai que la responsabilité est importante parce que vous parliez tout à l'heure de dessins qui sont refusés parfois par un journal. Moi, j'appelle pas ça de la censure parce que je trouve que le journal a le droit de temps en temps de me refuser un dessin comme il refuse un article, mais je veux toujours savoir pourquoi en tout cas. Et puis il faut être plus malin, comme disait Jean, c'est-à-dire que moi j'ai un album qui, grâce à vous, le dernier vient de sortir, donc grâce à vous qui l'achetez nombreux, ça me permet de dire chaque fois que mon journal me refuse un dessin, je dis c'est formidable, je le mettrai dans mon album. Donc maintenant il me refuse un peu moins, vous voyez. Ou alors vous avez effectivement Facebook et Internet qui peut servir à contrario pour publier quelque chose qui nous aurait été refusé d'ailleurs. Donc il faut toujours jongler avec ça. Mais la responsabilité, oui, j'insiste là-dessus parce que c'est pas un propos qu'on emploie souvent. Mais il y a des mauvais dessins, il y a des mauvais dessinateurs. Et je trouve qu'il faut pas tout confondre. La liberté d'expression, c'est pas celle de dire tout et n'importe quoi. Si, au niveau pénal et tout ça, bien sûr, je suis pour. Mais il faut savoir dire ce qui est mauvais. Je prends souvent un exemple quand je fais de petites conférences. Alors je prends un exemple, on est toujours un peu dans les mêmes sujets, on va croire que c'est toujours les mêmes pays qui sont cités, mais il y a plusieurs, peut-être 15 ans, c'est le début de la première intifada, moi j'oublie un peu les dates. Je vois un dessin, je ne citerai pas, un confrère belge qui n'est pas des plus connus, mais son dessin est primé dans un concours à Knock ou quoi. Bon, c'est un dessin qui résume le conflit israélo-palestinien. On voit deux chars d'assaut qui se font un bras de fer avec leurs canons, un avec le drapeau palestinien, l'autre avec le drapeau israélien. Bon, je trouve que la métaphore du bras de fer, c'est un petit peu disparu. Enfin, maintenant, je sais pas, on joue à autre chose que ça, mais bon, c'est pas très grave, c'est parlant. Bon. Sur le fond, c'est pas un dessin qui m'amuse ou qui m'intéresse parce qu'il renvoie les belligérants dos à dos, il ne prend absolument pas parti, il ne m'apprend rien. Je sais bien qu'il y a un conflit là-bas. Bon, c'est encore son droit, c'est même son droit d'être couillon, il en a totalement le droit. Bon, seulement montrez-moi un char palestinien. Moi, j'en ai jamais vu. Ce n'est pas une guerre avec une armée contre une autre armée. Et quand j'ai dit ça, j'ai pas dit que les gens du Hamas étaient sympathiques et que les roquettes qu'ils envoyaient. Mais exactement, c'est un article pareil. Normalement, le moindre rédacteur en chef ne le laisse pas passer. Un article qui dira les chars de l'armée palestinienne sont entrés dans Tel Aviv. Je suppose que l'article n'est pas publié. Le dessin donne l'impression que c'est ce qui se passe. Donc, c'est un dessin pareil. Il faut le refuser. Donc, il ne faut pas croire que tout doit être publié n'importe comment. Oui. Mettons sur les questions ça sera peut-être ma dernière intervention. Moi, je voudrais attirer l'attention. J'ai pas envie de dire les gens de pouvoir, c'est-à-dire le rédacteur en chef, la télévision, les directeurs de la radio ou de la télé, et puis les ministres et le roi, sont tous des gens qui veulent empêcher les libertés. Et j'ai pas envie de dire non plus, les gens sont tous des paresseux, qu'il faudrait se secouer et faire la révolte en permanence. Je crois pas. Parlons de nous qui nous exprimons, pour nous d'abord essayer de contourner et de vaincre ça. Mais luttons d'abord contre la bêtise. La bêtise dans la censure, parce qu'un pays où on censure des dessins politiques et tout, le pouvoir sait bien pourquoi il le censure. Hein. Évidemment, on ne veut pas de ces révolutionnaires-là. Les religieux, c'est différent. C'est parfois des gros crétins qui n'ont que deux idées en tête, et quand on mélange la langue sacrée avec un dessin, ben voilà, c'est la bêtise de leur religion. C'est pas la foi, dans le bon sens du terme. Et ça existe chez nous et dans le commerce. Alors je raconte une toute petite histoire de censure, ça on peut dire, qui m'est arrivé. Mon album de l'année dernière, ça vous l'avez sûrement tous, en une, c'était un dessin des Femen. On a beaucoup parlé des Femen pendant l'année et on a beaucoup parlé de Delphine Boel. Delphine Boel, elle a aussi un combat à mener, comme les Femen, un combat plus personnel, faire dire à Albert II qu'il est son père. Donc j'ai dessiné Delphine, seins nus sur la couverture, avec écrit sur ses seins le roi est mon père, puis c'est barré mon frère, puisqu'il a abdiqué. Bon, voilà. Donc tout est dit dans un dessin. Et j'ai fait des dessins jolis. Comme je suis galant homme, j'ai envoyé le dessin à Delphine, pas pour lui demander l'autorisation, j'ai pas cette habitude, mais au moins la prévenir. Elle a ri, elle m'a répondu qu'ils étaient plus beaux que les vrais, j'ai pas été vérifié, elle m'a pas autorisé, etc. Passons. Eh bien, mes livres existent aussi en version électronique. Ils se vendent presque pas, et j'en suis ravi. Je n'aime pas les versions électroniques de mes dessins, mais voilà, ça existe. On peut acheter pour 10 € le livre pour le lire sur une tablette. Ça se vend très peu. Où est-ce que ça se vend? La couverture. Où est-ce que ça se vend? Ah non,
ça se vend essentiellement sur l'App Store. Vous avez peut-être ça dans vos iPhones, l'App Store. Vous pouvez aller voir, ce livre est introuvable. Il est marqué que le contenu est pornographique et qu'il est donc censuré par des gens à Cupertino, en Californie, qui ne savent absolument pas qui est Delphine Boel, qui ne savent pas ce que raconte mon dessin, ce qui est écrit sur son corps. Ils ne connaissent pas cette histoire-là. Ils ont vu 2 seins. Et certains me disent que ce n'est même pas des gens, que ce sont des machines qui ont vu 2 seins et qui donc interdisent 2 seins. Alors moi, je dois intervenir avec des avocats américains, etc., pour faire changer ça. Je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas aller me battre pour vendre 10 albums. Donc j'ai laissé tomber. Donc on s'écrase. Et ça, c'est la simple bêtise. Alors quand vous savez maintenant qu'on a su mettre au point des drones, par exemple, qui savent repérer quelqu'un qui a un comportement anormal dans une foule, parce que c'est le jogging de Boston et qu'il y a un type qui court dans l'autre sens, pour ne plus qu'il se passe ce qui se passe là-bas, les drones vont tirer tout seuls. Voilà. Et ça, c'est des choses au niveau de la liberté d'expression qui se passent aujourd'hui et auxquelles il faut faire attention. C'est surtout essentiellement à la bêtise. À propos... Juste à propos de cette couverture-là, est-ce que c'est pas une couverture qui avait fait aussi l'objet d'une demande d'être un peu édulcorée, ces seins nus, parce que le livre devait être diffusé dans le commerce aussi? Vous n'avez pas vu un bouquin dont la couverture oui, non, ça c'est vrai. fait l'objet d'une demande d'édulcoration? Oui, la même couverture avant, mais ça, c'est vrai, si vous voulez rappeler ça, c'est la question du commerce. Donc la couverture de mes livres sont montrées aux diffuseurs, on appelle ça, il y a l'éditeur, il y a les distributeurs, les diffuseurs, enfin toutes sortes de métiers dans le livre, qui vont les présenter aux grands magasins, grandes surfaces. Et il y a une chaîne de grandes surfaces bien connue qui a dit ce serait mieux qu'ils revoient cette couverture, donc les seins de Delphine Boel, parce que nous ne sommes pas des libraires, nous sommes des marchands de tout, de Coca-Cola et de poulet rôti, et entre autres nous vendons des livres, et donc si les gens qui viennent là, qui ne cherchent pas ce livre ou ce type de livre, est choqué, nous on ne vendra plus du Coca-Cola et du poulet rôti. Donc, alors mon éditeur m'a dit, est-ce que tu pourrais pas lui mettre un collier de fleurs? J'ai dit, écoute, pauvre imbécile, avec des colliers de fleurs, c'est une vainée, c'est pas une fémène. Le jour où je ferai un dessin avec des vainées, je mettrai un collier de fleurs. Et dans ces cas-là, moi j'ai dit à mon éditeur, mais censure-moi, parce qu'alors c'est pas moi. Toi, tu colles des trucs dessus. Moi, je crierai un peu dans des conférences, je dirais que c'est con. Mais assume, toi, ou bien le magasin, si tu veux le vendre vraiment dans ce magasin, assume de coller des bouts dessus. Et est-ce que le livre a été, avec la couverture non censurée, vendu dans les grandes surfaces? Oui, parce qu'il y a un autre réseau de grandes surfaces. Donc, il y avait Carrefour, mais il y avait également Colruyt, Delhaize, etc. Et les autres ont dit, ah ben nous, on les prend tous. Si ceux-là ne les prend pas. Et donc la concurrence a joué et tout le monde l'a pris. Oui, mais donc voilà, vous avez fait jouer la concurrence, donc vous avez trouvé la parade. Oui, mais la liberté du marché est parfois une liberté aussi, bien sûr. Nadia, par rapport à cette manière de contourner adroitement, finement, la censure pour garantir la liberté d'expression, cette manière frontale ou pas d'y aller, vous devez vous aussi dans vos dessins avec Wallis from Tunis louvoyer, histoire de dire, mais sans attaquer de façon trop frontale. C'est l'art de la nuance que vous pratiquez, vous aussi. Ça dépend des jours. Mais non, moi je suis sur des réseaux sociaux. J'ai pas de patron. Je fais ce que je veux. À côté, je travaille pour le journal Ciné mensuel, donc le ciné qui s'est fait virer de Charlie. Il n'y a pas de censure. Donc je fais ce que je veux, vraiment. Après, ce que je dessine, j'y vais, quoi. Parce que, par exemple, quand je parle de religion dans mon pays, moi, dessiner le prophète, c'est pas... Enfin, pour moi, le problème n'est pas là. Le problème dans mon pays, c'est un parti qui se prend pour une religion et qui pense qu'il est sacré et qu'on ne peut pas le critiquer. Donc c'est comme une religion, c'est les comportements benets. Donc c'est eux que je critique et c'est leur manière d'instrumentaliser la religion à des fins politiques et comment ils utilisent la religion pour diviser les gens. Et ça, là oui, ça je le dénonce et je le montre. Et je montre aussi les attitudes bigotes, débiles aussi au jour le jour, le machisme traditionnel qu'on subit tous les jours aussi. Donc tout ça c'est des trucs qui me heurtent tous les jours. Ça c'est des choses qu'on subit tout le temps. Et ça, oui, ça, je fais des dessins dessus et je fais des dessins en frontal. Par exemple, une fois, il y a un député de l'Assemblée nationale tunisienne, ce monsieur a dit à la télé que l'excision était une opération de chirurgie esthétique. Déjà, c'est comique. Et donc, j'ai fait un dessin tout de suite après, que j'ai balancé, où je l'ai dessiné, qui disait ça, l'excision est une opération de chirurgie esthétique, et une petite nénette en face qui lui dit et l'ablation des testicules aussi. Philippe Dutilleul,
on est en train de parler de nuances dans l'art et la manière. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que... je me demandais comment vous adhériez à tout ceci. Parce que s'il y a bien eu l'art de la provoque parfois, et même l'envie d'aller exactement trop loin, parce qu'on sait que c'est exactement en allant trop loin qu'on va faire réagir. Est-ce que vous n'êtes pas plutôt partisan, vous, non pas de la nuance, mais du clash? Non, pas du clash, mais je pense que la liberté, c'est comme le reste, il faut user et un peu en abuser, sinon elle s'autodétruit. Donc je pense qu'il faut en effet, moi je suis vraiment partisan d'utiliser, on en a parlé un petit peu tout à l'heure au niveau des opinions, mais je pense qu'il faut utiliser la liberté qu'on nous donne, on a quand même la chance de vivre en démocratie, sous toutes ses facettes. Et je voudrais quand même revenir sur deux choses dont on a discuté tout à l'heure. C'est que je pense que les restrictions aujourd'hui à la liberté d'expression sont liées aussi au contexte économique, sont liées au contexte socio-économique. Je pense qu'il est plus difficile aujourd'hui d'être journaliste d'un point de vue socio-économique avec la surcharge de travail, avec Internet, qu'il ne l'était de mon temps. Donc il y a vraiment une dégradation des conditions socio-économiques du métier de journaliste. Je ne vous dis pas ce que gagnent des journalistes en province qui font des piges. Donc ça, je pense qu'il y a une chose. Comme il y a une dégradation du métier d'enseignant, comme il y a une dégradation de tout donc ça, et qui nuisent finalement à la crédibilité de ce métier. Pourquoi ? Parce qu'on travaille mal dans ces conditions-là. Deuxièmement, je reviens aussi, moi je pense qu'il y a une erreur fondamentale, et je l'ai toujours dénoncé. Je sais que par exemple M. Philippot, que par ailleurs j'ai toujours salué pour son rôle dans Bye Bye Belgium, et qui n'est pas là pour se défendre, mais c'est pas ça du tout, c'est pas une attaque ad hominem. Mais je veux dire que moi je pense, et il n'en est d'ailleurs pas responsable, mais je pense qu'une erreur majeure qui a été faite, c'est d'accepter la publicité commerciale sur les chaînes publiques. Je pense que c'est une erreur majeure que nous sommes encore en train de payer aujourd'hui. Nous avions imaginé à l'époque que, disons, les recettes publicitaires qui étaient l'apanage des chaînes commerciales, et il faut de la concurrence. Moi, je suis tout à fait pour la concurrence. Il faut le pluralisme. Il faut le pluralisme parce que la condition de la liberté d'expression principale, c'est le pluralisme. Et je pense que pour des raisons socio-économiques notamment, le pluralisme est en danger aujourd'hui. Toutes les opinions ne peuvent plus s'exprimer. Donc, vous voyez, c'est là, me semble-t-il. Bon, quels sont les groupes de presse aujourd'hui au niveau francophone ? Il y en a 2 ou 3. Il y a combien d'hebdomadaires ? Vous voyez un petit peu Marianne Belgique est en train, je pense, malheureusement, de se casser la figure pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de juger. Mais donc, voilà, donc c'est extrêmement difficile de faire son trou aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le monde de la presse est devenu, et l'était déjà, mais encore plus dans les conditions aujourd'hui, est soumis, je dirais, au monde de l'entreprise. C'est du business comme les autres, et moi je regrette que l'information aujourd'hui soit devenue une marchandise comme les autres. On a dit tout à l'heure, bon, on va mettre les 500 jours du Prince Philippe en prime time parce que ça va faire de l'audience. Évidemment. Je veux dire qu'on ne choisit plus les choses qu'on met en prime time, parce que moi, ce qui m'a toujours intéressé, Corinne, dans le métier que j'ai fait, et c'est pas de l'orgueil, c'est d'essayer de toucher un maximum de personnes. Okay, et moi, je vois quand même qu'il y a un lissage qui est quand même extraordinaire dans la programmation en prime time, et que les émissions intéressantes sont refoulées, y compris sur le service public, à des heures où les gens honnêtes et travailleurs sont au lit. On m'a beau dire qu'il y a les enregistrements, on sait parfaitement bien qu'on ne regarde pas. Moi, il y a l'émission, par exemple, moi je trouve qu'il y a une émission assez fantastique sur France 3, elle est régulièrement menacée, c'est Ce soir ou jamais, où c'est la seule émission où je ne vois pas les mêmes experts que je vois sur toutes les chaînes, où je vois des gens différents, des gens tout aussi intelligents que les experts et qui ont le droit de s'exprimer. Mais cette émission-là, elle est régulièrement remise en question parce que c'est peut-être un peu trop difficile. Je pense que si on continue à habituer les gens à avoir des goûts, je dirais pas simples, mais simplistes, à lisser, à faire en sorte qu'ils n'utilisent plus leur esprit critique, et c'est une des leçons aussi de Bye Bye Belgium, eh bien, je pense qu'au-delà de la liberté d'expression, c'est vraiment la démocratie qui est en danger. Il nous reste
quelques minutes, voilà, pour conclure. Alors, j'ai l'impression qu'on a tout survolé, et puis évidemment, comme il fallait bien s'en douter, j'espère qu'on vous a distillé quelques petits éléments de réflexion. Il n'y avait pas d'autre ambition que celle-là. S'il fallait un mot de conclusion à tout ceci, quel serait-il pour les uns et les autres? Nadia? Difficile d'être la première à lancer ce genre de choses. Je pense qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais usage de la liberté d'expression, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment. Pas suffisamment quoi? D'usage de la liberté d'expression. On fait un métier formidable, mais on vit une époque très difficile. Soyez Bellassène. C'est une conquête toujours à renouveler. Je crois que c'est jamais acquis, la liberté d'information. Elle risque toujours d'être remise en question, donc il faut tout le temps reprendre le harnais. Pierre Kroll. Oui, moi je pense qu'il faut inventer aussi, un peu tout le temps. Un dessin, ça reste un dessin, mais ça peut être sur différents supports, comme je le disais tout à l'heure, en ayant essayé de les animer, etc. On en a beaucoup parlé avec Jean. Et par exemple, il y a quelque chose que je dis souvent, moi, un peu par boutade, et je commence à penser que c'est une expérience que je tenterai peut-être, s'il y a des capitalistes dans la salle qui veulent me prêter de l'argent, c'est de faire un journal qui tiendrait compte du politiquement correct, puisqu'il est un peu voulu par nous tous. Je reviens à ce que je disais tout au début, c'est des gens qui vous disent, là vous me choquez quand vous avez dessiné ça. J'ai envie de leur dire, ne regardez pas alors, parce que les autres ont ri, bon, et ainsi de suite. Et ce serait de faire un journal dont la première page ne serait qu'une série d'avertissements. Vous savez que maintenant on met des avertissements sur les cigarettes, moi je savais que c'était mauvais, enfin maintenant il paraît qu'il faut l'écrire en plus. Bon. Ou usage externe sur des choses qui ne vous prendraient jamais l'idée d'avaler. Eh bien, je trouve qu'un journal dont la première page serait « Attention, la page 3 risque de choquer un homosexuel », la 4 un musulman, la 5 un imbécile, on ne mettra peut-être pas ça, la 6 les femmes, la 7 sera un peu compliquée parce qu'elle sera écrite par François sur la politique, mais la 6 sera très très facile, voilà. Et la 8 sera pour les enfants. Et comme ça, personne ne pourra reprocher à ce journal d'avoir choqué, parce que tout le monde aurait été prévenu et on aura tout dit. C'est une idée, c'est une idée. Jean Plantu. Eh bien, on vous a parlé de la liberté d'expression en Europe, en Belgique, en France. On arrive à faire des ponts, malgré tout, entre les gens qui ne sont pas forcément d'accord. Je pense en Israël, par exemple, où il y a un dessinateur israélien qui est formidable, qui s'appelle Avi Katz, et qui essaye de réunir, là où les dirigeants sont pas capables de se parler, eh bien, du côté israélien, du côté palestinien, il y a plein de dessinateurs qui font des ponts entre les deux. Et ça, c'est une bonne chose, malgré les intolérances, malgré les interdits, malgré ces freins à la liberté de penser librement. Et ça ne nous empêche pas de faire des dessins rigolos, même sur des sujets graves, comme marié à 9 ans, termine tes devoirs et viens te marier. Bon ben voilà, ça c'est. On peut aussi se faire plaisir et faire des dessins drôles qui peuvent paraître indécents, mais sur les sujets graves. Et je termine sur 3 images qui sont 3 photos que j'ai prises quand j'étais en Colombie. Et pour répondre à conclure sur qu'est-ce que c'est que la liberté de penser, on est à Medellín, sur la place de la ville de Medellín, en Colombie, là où il y a les narcotrafiquants, là où il y a les paramilitaires, là où il y a les FARC, les terroristes FARC dans la forêt vierge. Et la mairie de Medellín demande au sculpteur Botero, faites-nous une sculpture au milieu de la place de Medellín. Il fait cette colombe. Et qu'est-ce qui arrive 15 jours après, évidemment, vous imaginez, l'intolérance est toujours présente. Eh bien, le maire dit à Botero, c'est pas grave, on va l'enlever, et puis on va la remplacer par une autre colombe. Et Botero a la plus belle réponse, c'est clair et plus fort que toutes les formes d'intolérance. Et finalement, sur la place de Medellín, il y a les 2 colombes, à la fois celle qui a explosé et une toute neuve, et depuis 5 ans, elles n'ont pas été touchées ni l'une ni l'autre. Et c'est pour ça que finalement, la création artistique sera quand même plus forte que toutes les formes de fondamentalisme ou d'intolérance. Que voulez-vous ajouter après ça ? Eh bien, merci, en tous les cas, à tous les 5 d'être venus partager ces quelques réflexions avec nous. J'espère qu'on a pu partager quelques éléments et vous divertir, vous interpeller, vous inspirer peut-être sur certaines choses. Merci, en tous les cas, à vous tous d'avoir été là ce soir.